Nous accueillons au 39 21 Véronique. Bonsoir Véronique, Bonsoir Olivier, comment allez-vous? je vais bien. Bon, Je vais bien, mais je ne sais pas si je vais apporter beaucoup de jovialité après tout ce que vous avez dit. bah écoutez, on restera dans le ton au moins. Oui, Vous nous appelez d'où Véronique? j'habite à Montauban. Montauban, d'accord. Et quel âge avez-vous? J'ai 67 ans. D'accord. De quoi allez-vous nous parler Véronique? Alors je vais vous parler de l'adoption internationale et comment l'adoption internationale peut tourner au trafic d'enfants. D'accord. Vous avez adopté vous-même? Oui. D'accord. Et ça s'est passé comment? Dites-moi. Alors, même dans quelles circonstances vous avez été amené à adopter? Alors il faut remonter en 84. Et en 1984, nous avons déjà deux enfants. Et ces deux enfants ont 11 ans, 9 ans. Moi, j'ai juste 29 ans et on a envie d'un troisième enfant. Voilà, c'est tout simple. D'accord. Et puis, ce qui n'est pas simple, c'est que j'ai été très malade et qu'on ne peut pas trop envisager de faire cet enfant nous-mêmes, mais qu'on se dit on va l'adopter. Voilà, c'était pas par défaut. Ça correspondait aussi à un choix qui nous convenait. D'accord. Donc, comment vous y êtes, vous pris? Vous avez choisi une région? Comment s'oriente-t-on pour, faire Ah, ce type d'adoption? oui. Alors, nous, on était très préoccupés par le trafic, justement, hein. C'est ça D'accord. qui est assez incroyable. Et on savait que l'Amérique du Sud était une région Propice, oui. ouais, où les journalistes commençaient à quand même beaucoup relater des problèmes de trafic d'enfants. Donc on s'est dit, il faut éviter l'Amérique du Sud. Les sommes demandées étaient énormes aussi, et nous, on n'avait pas cette somme d'argent. Voilà. Mmh. Donc C'est vrai ça, qu'il y a eu beaucoup d'histoires en Amérique du Sud et à l'époque, beaucoup d'associations françaises de très bonne foi se sont fait avoir, hein, se sont fait escroquer. D'ailleurs, des Français qui étaient de très bonne foi, mais qui, oui, finalement accueillaient des enfants qui avaient été, enlevés, hein, à leurs oui, parents. oui, 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 oui. Donc voilà, on a éliminé l'Amérique du Sud pour ces raisons. Et puis vous savez, ça se passe souvent par le bouche à oreille. Donc on en parle autour de soi. On habitait la région grenobloise à l'époque. Et là on me dit, au Sri Lanka c'est possible. Et là on connaît des parents qui en reviennent. Voilà, ça se passe comme ça. On passe un coup de fil et on vous donne des coordonnées d'un intermédiaire sur place. C'est comme D'accord. ça que voilà. Mais après, là, ça peut paraître un peu sauvage hein, comme méthode, mais après, on fait tout dans la légalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on me dit il y a une possibilité pour adopter un enfant au Sri Lanka, là, on remplit tous les dossiers Est-ce auprès de qu'il l'ambassade du Sri Lanka et D'accord. auprès de la DAS. C'est ça que j'allais vous demander. Quelles sont les contraintes que la France vous demande, lorsque vous devez aller adopter un enfant comme ça? Est-ce qu'il y a, des Oui, demandes, bien sûr, bien spécifiques? sûr. Oui, 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 oui. On remplit un dossier auprès de la DAS oui. et c'est ce qui s'appelle obtenir un agrément. Et alors à l'époque, c'était effectivement plus simple que maintenant, mais on passe quand même devant un psychiatre, l'assistante sociale vient à la maison, il y a des visites médicales, enfin, vous voyez, toutes sortes, enfin, on remplit le dossier en bonne et due forme. Et comme on fait une adoption à l'étranger, ce dossier, on va le faire viser par le ministère des Relations extérieures. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Hein. Maintenant, c'est les affaires étrangères, mais c'était les relations extérieures dans les années 80. Et notre dossier est tamponné, certifié par le ministère des Relations extérieures. D'accord. Donc ce contact, que vous avez, au Sri Lanka, c'est quoi? C'est une association ou c'est un organisme d'adoption, officiel là-bas, sur place? Non, c'est le nom d'une dame C'est qui le nom s'appelle d'une dame. Madame Pereira. D'accord, Et on me la présente comme la directrice d'un orphelinat. Et moi, d'accord, j'ai toujours cru que c'était la directrice d'un orphelinat pendant 33 ans. Hein. d'accord. Vous êtes rendu au Sri Lanka Voilà, voilà. et Donc oui, on part au Sri Lanka. Une fois que nos papiers sont faits en France et que tout est visé,
Madame Pereira, qui est notre contact sur place, cette directrice d'orphelinat, nous dit maintenant vous pouvez venir. Et donc en janvier 1985, Oui. on arrive au Sri Lanka. Et on est logé dans une guest house. Là, on rencontre Madame Pereira qui nous dit, voilà, vous avez une petite fille. Et alors, vous ne voyez jamais cet orphelinat, au final? Non. D'accord. Voilà, vous avez bien compris qu'on ne le voit jamais. Nous, on est logés chez l'habitant, dans une maison d'hôtes, avec d'autres parents d'ailleurs. Oui. Les parents étaient un peu regroupés dans la banlieue très proche de Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka. Et évidemment, on ne voit jamais cet orphelinat. L'enfant nous est amené là où nous logeons. D'accord. Comme pour les autres parents, en fait. Pareil. Oui, ça se déroule exactement pareil pour tous les parents. Et ça va très vite. Ça va très très vite. On sent bien que toute la procédure est très très rapide et très organisée. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le moment, on ne peut pas vraiment se rendre compte à quel point on est manipulé. Maintenant, je m'en rends compte que dès qu'on arrive, le lendemain, on nous met l'enfant dans les bras. Puis après, on nous le reprend. Donc après, voilà, le processus est engagé, puisque une fois qu'on a eu l'enfant dans les bras. Oui, ça c'est certain. Voilà. En plus, le peuple sri-lankais est un très joli peuple. Les enfants sont très beaux, je trouve. J'ai eu la chance de me rendre au Sri Lanka il y a 4 ans et j'ai vraiment adoré ce pays. Je trouve que c'est une belle population. Elle avait quel âge, cette petite, quand on vous la met dans les bras? Elle avait 15 jours. 15 jours, d'accord, ouais, carrément. Ouais, 15 jours, ouais, un tout petit bébé. Oui. Un tout petit bébé. Ils nous le mettent dans les bras, alors avec des péripéties, c'est-à-dire qu'ils se trompent d'enfant. On nous met dans les bras un enfant, et puis 3 heures après, on nous téléphone, et on nous dit, on s'est trompé d'enfant. Et vous pensez que ça, c'est scénarisé, tout ça? C'est pour vous faire... Ah non. Ah non, ça c'était pas scénarisé. Non, mais ça aurait pu. Ah oui, ça aurait pu. Non, ça c'est simplement le reflet du n'importe quoi. Oui. Voilà, c'est le reflet du n'importe quoi, puisque il y a des parents à qui on a dit, on vous présente votre petit garçon, et puis quand ils l'ont changé, ils se sont aperçus que c'était une petite fille. Ah là là, carrément. Oh là Voilà, là, d'accord. parce que je crois que il y avait tellement, ce qu'on a compris après, il y avait tellement d'enfants qui étaient stockés dans le soi-disant orphelinat, parce qu'ils étaient quand même stockés, les mères et les enfants étaient stockés dans des lieux. Pour nous, c'était à Colombo. Je pense qu'ils ne faisaient pas attention à l'enfant qu'ils prenaient. Pas toujours. Oui. Voilà. Tout cela était en tout cas extrêmement bien organisé, puisque quand on va à Colombo, c'est une grande ville, c'est la capitale du Sri Lanka, comme vous l'avez dit. Et quand on ne connaît pas, c'est vrai que Colombo, on se sent un peu perdu en plus. Donc il doit y avoir en termes d'émotion, on est haut en émotion. Et je suppose que dans ce contexte en plus d'adoption, de voir ses enfants et que ça aille vite, tout ça a dû vous mettre dans un état émotionnel assez particulier. Oui, bien sûr, l'émotion, elle était à son maximum. On débarque au mois de janvier dans un pays où il fait 35 degrés, qui est hyper humide. On est dans l'émotion de cet enfant qu'on nous présente, que l'on attend. Il joue là-dessus. Voilà, il joue là-dessus, ce qui fait que nous, parents adoptifs, même si on avait remarqué qu'il y avait peut-être des petites choses qui étaient un petit peu curieuses, on ne va pas aller en faire la remarque. Oui. C'est impossible. Donc, et vous aviez remarqué alors c'est ça que vous aviez remarqué, qu'il se trompait, que ça n'était pas aussi sérieux que prévu finalement. Oui, voilà. L'erreur d'enfant, elle était quand même énorme. Des petits détails, c'est pas des petits détails, c'est qu'un jour on nous a dit qu'il y avait des mères sri-lankaises qui étaient revenues au portail de la guest house et qui avaient crié. Mais on nous avait dit non, mais c'est rien. Qui venaient chercher leurs enfants. Bien sûr, oui. Mais ça, évidemment, ils ne nous le disaient pas. Voilà. Alors, on va revenir sur les conditions, puisque on va le voir, découvert tout ça très tard. Mais donc, on vous met votre fille dans les bras. Vous adoptiez finalement pour faire une bonne action à l'époque, Véronique. Alors, le mot bonne action, il faut l'employer, Olivier, avec des pincettes, parce qu'actuellement,
il est très mal interprété. Alors, bonne Voilà. action, j'entends par bonne action, euh, en fait, que vous voulez rendre un enfant qui vit dans des conditions très pauvres, donner une vie plus décente. C'est Oui, ça que j'appelle bonne oui, action, hein. oui, oui, C'est-à-dire oui, 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 sortir un enfant bien sûr. d'un destin, lui offrir un autre destin que sera le sien dans son pays, en Oui. fait. Voilà, c'est ce qu'on nous disait. Hein. Et moi, je sais que vous le dites d'une manière très bienveillante. Et c'est vrai qu'il faut replacer dans le contexte des années 80. Moi, j'y tiens beaucoup. Hein. Oui, Et vous avez raison de le dire comme ça. Les années 80, c'était ça. C'était les concerts de Geldof pour l'Éthiopie. oui. C'était déjà Coluche qui allait arriver avec les Restos du Cœur. On était dans... On était dans un monde très Oui, tolérant, on était dans un monde où on ne oui, cherchait pas oui. obligatoirement à créer le phénomène de la fumée, il n'y a pas de fumée Mm, sans feu. On était dans un monde beaucoup plus ouais, libre finalement oui, qu'aujourd'hui. oui, C'est vrai que le mot bonne action aujourd'hui, l'expression bonne action aujourd'hui peut tout de suite éveiller des soupçons, oui, oui, une oui. interprétation, je vois. Mm. Bon, mais en tout cas, nous, on sait, comme vous, comme moi, nous avons connu les années 80, on sait qu'à cette époque, euh, tout ça se faisait dans un esprit charitable, en tout cas que vous voulez. Altruiste. Moi, je dis Altruiste, altruiste. altruiste, Oui, je exactement. dis qu'on était des altruistes. Voilà. Donc, on vous met cette petite fille dans les bras de Oui, 15 jours. Bon, je suppose que vous en tombez amoureuse directement. bah oui. On vous l'enlève, pourquoi finalement? On ne nous la laisse pas. Ah, parce qu'elle doit retourner à l'orphelinat, parce que pendant 2 jours, ils nous emmènent nous promener, faire du tourisme dans l'île. Bon, moi, j'avais pas du tout envie de relaisser ce bébé, de le reconfier, mais bon, c'était comme ça. On disait oui, et puis on obéissait à cette Madame Pereira. On avait peur, vous savez. On était un peu dans un climat de peur. Mhm. Alors, je Et ça, précise ouais. à celles et ceux qui nous appellent, parce que Madame Pereira ne fait pas très sri-lankais, sachez que le Sri Oui, Lanka a été une colonie portugaise et que quand on va au Sri Lanka, on est très étonné de voir des églises magnifiques et des maisons coloniales style portu- portugais, hein, oui, oui, comme à Manille, comme aux oui. Philippines, puisque le Portugal régnait il y a quelques siècles sur ces continents-là. Et Madame Pereira était bien sri-lankaise et non Oui, 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 d'origine oui, elle était portugaise. bien sri-lankaise. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, je pense parfois à le dire. Il y a énormément de Pereira au Sri Lanka, comme il y a des Sena, comme il y a des De Silva. Voilà, ce sont pourtant des Sri-Lankais, mais qui ont gardé cet héritage de nom portugais. Donc Madame Pereira était tout à fait sri-lankaise et s'appelle Madame Pereira. Madame Et, Pereira présentait bien, je suppose. Elle était très rassurante, Véronique. enfin moi elle me faisait un peu peur quand même. Je serais pas devenue sa copine, mais enfin elle en imposait. Oui, elle en imposait. D'accord. Et puis on n'aurait pas eu idée de la contrarier, quoi. Voilà. Vous rentrez donc en France une fois que le bébé est retourné un peu à l'orphelinat. Vous l'avez combien de temps après? 15 jours après? On a le jugement d'adoption 15 jours après, même D'accord. moins de 15 jours après. Je crois que c'est le 26 janvier qu'on a le jugement d'adoption et on repart en France le 30 janvier, je crois. D'accord, donc Voilà. vous repartez en France, Tout va bien. et là, tout va bien. Vous allez élever cette petite fille qui va faire votre bonheur ainsi que celui de ses frères, hein, puisque vous avez Oui, déjà oui, deux oui. garçons. Euh, Comment tombe la nouvelle? À Voilà, quel alors là, moment? on fait un saut dans le temps de Oui, 33 ans, oui, puisque bon, pendant 33 ans, on a une vie de famille normale, oui, qui n'a rien de particulier à, voilà, une vie de famille tout à fait normale. Et au bout de 33 ans, notre fille nous dit, donc elle avait à l'époque 33 ans, nous dit: j'aimerais retrouver ma famille d'origine, j'aimerais savoir d'où je viens, j'aimerais... Alors elle tourne quand même un peu autour du pot pour nous en parler, mais enfin bon, au bout d'un moment, je comprends que c'est ce qu'elle désire, et je lui demande, je lui dis: mais tu veux retrouver ta famille? Elle me dit: oui, j'aimerais savoir, et j'aimerais que vous m'aidiez. Et j'aimerais que vous m'aidiez d'accord. à le faire. Elle exprime ce souhait à 33 ans, quand d'autres peuvent l'exprimer plus tôt, plus tard, ce que je trouve très sain, hein, de la part Oui. de votre fille. Euh, comment C'est elle s'y... souvent, vous savez, c'est souvent quand même autour de 30 ans. Ah oui, Moi, je ne le savais pas, mais je pense que ça correspond aussi
pour les jeunes femmes a des désirs de maternité pour elles-mêmes ou d'être déjà mère ou ça. Voilà, nous on a remarqué que c'était souvent autour de la trentaine que cette demande arrivait. Voilà. Je peux, voilà. Et donc nous, évidemment, on lui dit qu'on veut bien l'aider. Pour des tas de raisons. D'abord, on est d'accord, et elle nous le demande parce que nous, on connaît bien le Sri Lanka. Et on y était retourné, on l'avait ramené dans son pays en vacances. Et il se trouve que nous, on a eu une maison au Sri Lanka, sur la côte. Ah oui. Après le tsunami, on a vécu. Oui, on a vécu une partie de notre vie sur la côte sud du Sri Lanka. Où est-ce que vous étiez exactement? À Ambalongoda. D'accord. Ça, je connais pas. Juste au-dessus d'Ikadoua. Ikadoua, souvent ça parle plus aux gens. Et donc on connaissait bien le pays parce qu'on a sillonné l'île de Sri Lanka à moto et pendant plusieurs années. Donc notre fille nous demande ça parce qu'elle sait qu'on va pouvoir l'aider, on va pouvoir assurer la logistique. Que vous connaissez bien le Sri Lanka et que vous allez pouvoir l'aider du mieux possible puisqu'elle elle connaît bien moins le Sri Lanka que vous. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien, Véronique, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Bien sûr. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h29 sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 3921 et nous sommes là pour vous écouter. Véronique, donc vous partez avec votre fille là-bas. Vous n'avez jusque-là pas eu vent de la moindre arnaque, de la moindre escroquerie autour de l'adoption au Sri Lanka? Non, rien. Et avant de partir, on envoie le dossier de notre fille à un ami sur place. C'est ce que je demande à ma fille. Je lui dis pour gagner du temps, on va envoyer le dossier à Soudat. Et en fait, c'est là qu'on a appris le trafic. C'est le jour où Soudat me téléphone parce qu'il était allé à une adresse qui était notée sur le dossier. Il m'appelle et il me dit: Véronique, c'est un baby business. Et là, c'est la fin du monde. Vous saisissez tout de suite ce qu'il veut vous dire? Ouais, je comprends pas. J'allais dire, je ne comprends pas pourquoi j'ai compris aussi vite. Ça a été instantané. J'ai immédiatement compris. Et c'est la fin du monde. Là, le visage de Madame Pereira vous est apparu 33 ans après, autrement, je suppose. Alors, vous savez, quand on a un choc comme ça se fait par étapes. Oui. Parce qu'au début, on est anéanti et on ne voit pas les choses clairement. Et à l'autre bout du fil, notre ami Soudat, il était autant affolé que nous. Et donc, on part au Sri Lanka en sachant déjà que c'est un baby business. Et ma fille, elle part pour retrouver sa mère, mais en se disant, maintenant qu'on sait que c'était un trafic, comment on va la retrouver? Et nous, parents adoptifs, eh bien, on ne part plus uniquement pour accompagner notre fille, on part pour comprendre. Parce que là, on se dit, ça nous concerne. Hein. Donc, quand vous partez et que vous arrivez là-bas, vous allez enquêter comment? Oui, on part pour enquêter. Alors, la chance qu'on a eue, moi je dis toujours qu'on a eu de la chance dans tout ça, c'est que, d'abord on connaissait bien le pays et on avait des amis sur place, et notamment cet ami, Soudat, qui a été un peu notre fixeur, si vous voulez. C'est un peu grâce à lui qu'on est quand même allé si vite. D'abord parce que il nous a permis il a été notre traducteur. Tout le monde ne parle pas anglais au Sri Lanka. Dès qu'on va dans la campagne, les gens ne parlaient plus que singalais, et nous en singalais, on va pas très loin non plus. Et Soudat nous aide. Et il nous dit faut mettre en route tout ce que l'on peut mettre en route. C'est-à-dire, il avait retrouvé la secrétaire de Madame Pereira. Et nous, on savait que Madame Pereira était toujours vivante, parce que avant de partir sur Internet, on s'était précipité sur Internet pour vérifier ce que Soudat nous avait dit. Et là, on s'est rendu compte que des enquêtes avaient déjà été faites, notamment aux Pays-Bas. Il y avait une équipe de journalistes de la Zembla Production qui était partie aux Pays-Bas en 2017 et qui avait tourné. Et moi, sur ce film que j'arrive à trouver sur Internet, je vois Madame Pereira. Alors c'est là que j'ai réalisé
Ce que vous disiez tout à l'heure, je l'ai réalisé devant le film des Hollandais, et je vois Madame Pereira 30 ans plus tard, Oui. c'est-à-dire sous forme d'une momie desséchée, plus du tout la personne arrogante Et méprisante. et méprisante que nous avions connue. Là, c'est une petite vieille, mais j'étais à la limite de ne pas la reconnaître. C'est sa voix et puis son assurance. Et elle continue de nier devant les caméras des journalistes des Pays-Bas. Donc on avait toutes ces informations quand on est parti. Donc Soudat sur place nous a dit il faut tout mettre en route et on décide très rapidement de retourner voir Madame Pereira. Et vous la trouvez, Madame Pereira? Alors mon mari, il a beaucoup de mémoire. Oui. Il s'est retrouvé un endroit et nous étions retournés la voir, Madame Pereira, en 92, lors d'un de nos voyages au Sri Lanka, pour vous dire à quel point on avait confiance en elle. On était retournés la voir pour lui présenter notre fille, qui avait 7 ans. Voilà, on lui avait fait une petite visite amicale. Elle vous avait bien accueilli, je suppose, elle était très contente de revoir Non, pas... je crois qu'elle était un peu méfiante quand même. Ah oui, vous m'étonnez. Ouais, elle était un peu méfiante. Je dois préciser au niveau de notre conversation, là, que Madame Pereira, elle avait des dizaines d'enfants volés sur la conscience. Donc vous m'étonnez qu'elle n'était pas... Elle n'était pas dizaines, à l'aise. c'est des... Oui, même des centaines. Peut-être milliers. Hein. Oui. Et... Non, elle devait vraiment se méfier. Mais on se souvenait où elle habitait et on y est retourné. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais elle habitait dans une maison assez cossue. C'était quelqu'un qui avait de l'argent ou... Ah oui, ça, elle a dû avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait, mais oui, elle habitait une belle maison. Mais elle habitait toujours la même maison que 10 ans, 20 ans auparavant. Elle habitait toujours la même maison qu'on a reconnue. Et là, Soudat nous a dit, oulala, c'est pas prudent de se pointer comme ça. Il faut passer voir la police d'abord. Donc, il faut imaginer que nous sommes arrivés chez Madame Pereira, escortés par la police sri-lankaise. En armes, avec des fusils mitrailleurs. Mais pourquoi cela? Pourquoi? Pour nous protéger. Voilà ce qu'on nous a dit. Pour nous protéger. Et c'était à l'initiative de qui, ça, que la police? Votre mari ou... Soudat. Notre ami votre fixeur. Oui, notre fixeur, oui. Donc on est arrivé chez Mme Pereira comme ça. Et c'est vrai que cette protection qui était pour nous, moi après je me suis dit, et c'est ma fille aussi qui me l'a dit, elle m'a dit, mais tu crois que c'était pour nous protéger, nous, ou pour protéger Mme Pereira? On peut se poser la question. Hein. Voilà. En tout cas, il y avait 2 fusils mitrailleurs. Hein, c'est-à-dire que dans ce genre de pays, bien évidemment, la corruption est à son paroxysme et il faut faire très attention. De toute façon, à partir du moment où on n'est pas chez soi, il faut de toute façon faire très attention. Un étranger est toujours coupable. Oui, voilà. Très attention. Donc voilà, Madame Pereira, elle ne veut rien nous lâcher. Elle a la même arrogance et on lui dit, c'est Soudat qui lui dit, parce qu'en plus elle s'arrangeait pour ne pas parler anglais, pour qu'on ne comprenne pas. Soudat lui dit, écoutez, vous avez 1 semaine pour nous dire où est la mère de Titania. Donc, Titania, c'est notre fille. Et il lui colle un ultimatum. Et on repart, voilà, comme ça, en étant au bout d'une demi-heure, en étant sûr de rien, mais en se disant, peut-être qu'elle va nous dire quelque chose. Et là, ils avaient quand même dû avoir sacrément peur parce que ça n'a pas pris 1 semaine. Au bout de 3 jours, ils ont rappelé Soudat pour l'envoyer à une adresse et dire, la mère, elle est là, etc. Allez voir un tel dans un officier d'état civil et il va vous donner des informations. Mais comment il répertoriait tous les parents à qui il volait des bébés? Vous avez appris comment ils faisaient, quelle était leur méthode? J'en sais rien et je ne sais absolument pas comment Madame Pereira a pu se souvenir de quoi que ce soit, mais elle a quand même eu un souvenir très précis puisqu'elle nous a donné la bonne méthode pour retrouver la mère de notre fille. Elle nous a envoyé au secrétariat du centre de l'île, notre fille est du centre, et là c'est un officier d'état civil qui nous a sorti un acte de naissance en nous disant, si cette femme, elle a eu des enfants plus tard, sans doute on va pouvoir la retrouver comme ça. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on avait un certificat d'acte de naissance pour notre fille. Mais c'était un faux. C'était un faux, oui. Le nom de la maman n'était pas dessus. On n'était pas sûr. Voilà. Et Madame Pereira, quand on lui demandait, elle me disait, oh là là, comment voulez-vous que je me souvienne? Il y en avait tellement. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Oh là là.
Voilà. Et parce que, comme ils volaient les enfants, ils mettaient en place ce qu'on appelle des mères de substitution. Oui, pour Donc, brouiller il y les a pistes. beaucoup, des acting mothers, des mères qui jouaient la comédie et qui étaient payées pour jouer la comédie. Donc là, il y avait des faux noms, c'était sur les actes de naissance. Et malheureusement, les enfants, aujourd'hui, adoptés adultes qui veulent retrouver la trace de leur mère biologique, si ça s'est passé comme ça, ils ne peuvent rien retrouver. Hein. Ils ne peuvent rien retrouver. Pensez-vous qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ne sont pas au courant de cette arnaque, en fait? Oui, je pense que demain, je vais avoir des appels, oui. Oui, Ouais. d'accord. Oui, je suis très étonnée parce que nous, on a lancé l'alerte il y a presque 4 ans maintenant. Oui, Et je découvre qu'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. c'est fou. Ça veut dire que Oui. certains enfants n'ont pas demandé à retourner là-bas, à retrouver, et peut-être n'en avaient pas les moyens, hein, parce que Oui. il faut encore avoir les moyens d'aller au Sri Lanka. Hein. Ou n'ont pas osé le dire à leurs parents. Oui, N'ont pas osé. Parce que nous, on a quand même, après, quand on est rentré en France, notre fille a pu retrouver sa famille, etc. Nous, quand on est rentré en France, notre première préoccupation, ça a été de se dire, mais il faut lancer l'alerte. oui. Il faut faire quelque chose. Et là, on pensait vraiment qu'il allait suffire de le dire, et puis que c'était bon, qu'il y allait avoir immédiatement une réaction du gouvernement, qu'il y allait avoir... Mais il n'y a rien eu. Ça a été le déni et le silence le plus total qu'on nous a affiché. Ben oui, c'est ça notre combat actuellement. Oui. Moi, le livre que j'ai écrit, c'est parce que pour moi, c'était ma dernière force, mon dernier levier pour que le gouvernement fasse une enquête. Nous, on demande une enquête. Cette enquête, elle a été faite en Suisse, elle a été faite aux Pays-Bas, et quand même, ces pays, ils ont reconnu, ils ont présenté quand même leurs regrets, leurs excuses aux familles. Mm-hmm. Et en France, rien. Mm-hmm. Alors que les intermédiaires sont les mêmes. Madame Pereira, elle travaillait aussi pour la Suisse, pour les Pays-Bas. Madame Pereira n'est toujours pas en prison, en plus, je suppose. Ah, mais elle n'a jamais été inquiétée, Madame Pereira. C'est fou. Madame Pereira n'a jamais été inquiétée. L'association qui travaillait avec elle nous a affirmé que Madame Pereira était au-dessus de tout soupçon. Que tout le monde, tous les parents adoptifs étaient très très contents des services de Madame Pereira et que nous, on ne comprenait pas. C'est nous qui ne comprenons rien. Bien évidemment, mais quand on lit que ce système criminel fonctionnait grâce à la complicité de directeurs d'hôpitaux et de recruteurs chargés de cibler des familles pauvres et vulnérables, et qu'ensuite les trafiquants rentraient dans les maternités et volaient les bébés, comment ne pas se préoccuper d'une telle histoire ? Comment nos politiques ne peuvent... Enfin, c'est hallucinant. Je ne sais pas, mais aujourd'hui... Mais c'est une question de mentalité, encore une fois. On est toujours devant le même déni, Alors avec quand même une avancée qui est tombée cette semaine, qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que nous sommes regroupés en coalition, une coalition qui s'appelle VAIA, Voice Against Illegal Adoption, et que l'ONU, les Nations Unies, ont fait une déclaration cette semaine disant que les adoptions illégales pouvaient être considérées comme un crime contre l'humanité. Cette semaine, c'est arrivé. D'accord. Donc peut-être cela va peut-être évoluer. Beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs vous demandent si vous avez retrouvé la maman de Tatiana. Oui. Elle a retrouvé sa famille parce que, alors c'est aussi une énigme. Même si notre fille a été volée, elle a été volée à sa mère à la maternité. Oui. Dans l'histoire qu'on a vérifiée, dont on est certain, cette mère, elle avait 17 ans. Elle venait d'avoir 17 ans. 17 ans, mon Dieu. 17 ans, oui. Et son bébé lui a été volé le premier jour à la maternité. Et là, c'est l'énigme. La famille est partie à Colombo rechercher le bébé. Ah oui ? Oui. Là, on sait qu'ils avaient déjà mis en place une mère de substitution, donc ça a été limite. Mais cette famille est arrivée pour rechercher le bébé. Et pourquoi, Olivier, pourquoi ils l'ont laissé à Madame Pereira ? Ça, on ne comprend pas. Pourquoi ils ont laissé le bébé à Madame Pereira avec la jeune maman ? C'est-à-dire, cet enfant de 17 ans a été laissé avec son nouveau-né à Madame Pereira. Et c'est comme ça que ensuite le bébé a été donné à l'adoption. Alors attendez, je ne comprends pas très bien. La maman de 17 ans a fini par retrouver votre fille.
Elle a été confiée, cette maman, à Madame Pereira, et malgré ça, votre fille a été adoptée quand même. Ben oui. Donc ça veut dire que la On l'a maman... forcée. Bah, Ben oui, en tout cas qu'elle a donné son accord ou qu'on l'a forcée. Ah non, elle n'a pas donné son accord parce que nous, justement, sur les papiers, tous les documents, le consentement de la mère n'est pas signé. D'accord. Que vous a-t-elle dit, elle, quand vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous avez pu vous en expliquer avec elle? Alors c'est difficile parce qu'elle ne parle pas anglais. Oui. Parce que ce sont des gens très très démunis. Faut imaginer une ce maison, sont des gens très très pauvres. Au centre de la forêt primaire du Sri Lanka. Oui. Elle nous a dit j'étais une enfant. J'étais une enfant. Voilà ce qu'elle m'a répété. Donc j'ai compris, j'étais une enfant. Comment votre fille a-t-elle vécu cette période-là? Est-ce que ça a été compliqué pour elle? Alors, ça, c'est l'histoire de Titania. Donc moi, c'est vrai que je ne parle pas à la place de Titania. Ce que j'ai écrit, c'est pas l'histoire de Titania. Peut-être avez-vous échangé avec elle là-dessus? On était avec elle quand elle a retrouvé sa famille. On était tous ensemble. Je pense que c'est des moments... c'est épouvantable. Oui. C'est épouvantable. Là, l'émotion, vous vous dites, je vais avoir un AVC, quoi. C'est du silence. Vous avez eu peur? C'est dans les mots bleus. Moi, j'ai eu peur pour la mère. En tout premier, j'ai eu peur pour la mère, parce que je me suis dit, mais quel choc. Et puis, oui, pour ma fille, bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr. Parce que c'est pas possible de vivre des choses comme ça. Ce n'est que de la douleur. C'est une triade de douleurs, je dis. C'est la douleur de la famille biologique, la douleur de l'enfant adopté. Bon, ils n'aiment pas que je les appelle des enfants, mais c'est quand même des enfants, c'est des enfants de leurs parents. Alors c'est des adultes maintenant, mais eux, cette douleur qu'ils portent à vie, et puis c'est la douleur des parents adoptifs. Bien évidemment, parce que c'est d'abord la douleur des enfants, mais c'est la douleur des parents adoptifs, c'est la douleur des parents à qui on a volé ces enfants. Oui. Tout le monde souffre dans cette histoire. C'est un triangle de douleur. Et personne n'est en prison. Et personne n'est en prison, donc, exactement. On voit bien là la corruption de ces pays, puisque le Sri Lanka vit encore là, en ce moment, une période fragile, une période difficile, avec un déséquilibre politique, social. En tout cas, c'est un pays qui est malmené depuis maintenant 3 ans, depuis les attentats. Depuis les attentats. Les attentats de Pâques, oui. Oui. Et pensez-vous que ça existe toujours? Alors, actuellement, il y a beaucoup moins d'adoptions, mais il y a toujours le problème de l'argent. Vous savez, Olivier, quand il y a des enjeux d'argent, il y a forcément des choses illégales qui se font parce que c'est l'appât de l'argent. Nous, on nous avait pas demandé, on avait l'impression que ce n'était pas énormément d'argent. Ce qu'on nous avait demandé, c'était $1000. Mais $1000 en 85 au Sri Lanka, c'était une somme énorme. Et actuellement, l'association LOA, ça s'appelle un NOA, un organisme agréé pour l'adoption, qui fait encore des adoptions au Sri Lanka, très peu, 3 ou 4. Mais quand on voit les sommes d'argent qui sont demandées aux parents, mais c'est forcément de la corruption. Oui. C'est sur Internet, c'est une fiche de tarifs qui est sur Internet, que tout le monde peut consulter. On voit que, par exemple, la rémunération du représentant local pour l'adoption d'un enfant, c'est 2000 €. Oui. Alors, ce que je veux rappeler aux auditeurs, c'est que le salaire minimum au Sri Lanka, il est de 35 € par mois. Et le salaire moyen, il est de 150 €. Mais le salaire minimum est de 35 € par mois. Et un représentant local qui va aider un OA à l'adoption, on va lui donner 2000 €. Les parents vont verser 2000 €. Pour avoir le passeport de l'enfant, par exemple, actuellement, on demande à des parents adoptifs 200 €. 200 €. Oui. Je rappelle que le salaire moyen est de 150 € et le salaire minimum de 35 €. Donc il y a quand même de la corruption. Il y en a à tous les niveaux de la corruption. Mais une corruption qui est quand même officielle, qui est couverte encore actuellement par un OA. Alors, j'aimerais revenir
du point de vue émotionnel dans cette Oui, histoire. oui, oui, Vous évoquez la douleur, hein, partagée oui, 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 par tous, les parents adoptifs, les parents à qui on a volé un enfant, ces enfants qui, comme votre fille à 33 ans, découvrent l'horreur. oui. Euh, même si, même si bien évidemment, on peut imaginer, et je ne veux pas vous faire parler pour votre fille, bien évidemment, mais on peut imaginer que c'est un tsunami dans la Oui. tête d'une adulte de 33 ans, de voir dans quelle vie elle aurait pu se retrouver, et finalement, par le biais de quelque chose de tordu, une escroquerie, elle s'est retrouvée finalement dans un pays où elle a eu une vie meilleure que, en tout cas meilleure. Hmm. Alors, meilleure, c'est comme tout à l'heure quand on disait la bonne action. Meilleur, c'est quoi finalement? C'est un concept, hein, meilleur. Oui, oui. Mais euh, Non, mais quelles sont vos relations aujourd'hui? En fait, est-ce que votre fille a compris ce qui s'était passé, que vous aviez été dupé, ou ah est-ce qu'elle oui, vous en ah a oui, oui, voulu? oui, ah oui, oui, oui. Non, non, ça, elle a compris, bien sûr que D'accord. ça, elle a compris. Parce que ça, c'est Bien très sûr, important bien pour sûr, vous. bien sûr que ça, elle l'a compris. Mais c'est très fin, hein, ce que vous dites, que cette vie meilleure qu'elle a actuellement, elle la doit à des mafieux. C'est Oui, épouvantable, elle la ça. doit à des mafieux, et je ne peux m'empêcher de penser qu'elle s'est posé la question: quelle aurait été ma vie? Est-ce que je n'aurais pas été plus heureuse finalement? Euh, En tout cas, vous voyez, c'est très subtil Mais oui, ce qui peut se mais passer en termes de réflexion et de raisonnement pour votre fille. Ça a dû être un crève-cœur ah mais total. je pense que ça l'est toujours. C'est parce que c'est extrêmement paradoxal, hein. De même que c'est paradoxal que nous, on soit ces parents lanceurs d'alerte, hein, parce qu'on a été des parents lanceurs d'alerte. On l'est toujours, hein, puisqu'on demande au gouvernement une enquête. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous, on ne remet pas en cause l'adoption de notre fille. Comment voulez-vous qu'on la remette en cause? Je dis toujours, c'est ma petite fille chérie que j'aime, et ça ne changera rien. Mais nous sommes malgré tout les parents lanceurs d'alerte. Vous êtes les parents lanceurs d'alerte, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, c'est notre fille et nous l'aimons. Mhm. Voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est compliqué. Et ça doit être aussi extrêmement compliqué pour elle, bien sûr. Ça l'est pour nous aussi, hein, de se dire que depuis 4 ans, on mène cette action pour que ces adoptions illégales soient reconnues, pour que le gouvernement le reconnaisse, parce qu'il y a eu des manquements, hein, forcément. À l'ambassade de France, ils le savaient, l'alerte a été donnée. Nous, on est retourné aux archives diplomatiques, on a enquêté en France. Ce que vous affirmez donc, c'est que l'ambassade de France a été mise au courant, en tout cas qu'il y a eu plusieurs alertes, mais qu'à aucun moment elle n'a Ah ben bien sûr, bougé. on a les preuves, bien sûr. Enfin, c'est surtout le ministère des Relations extérieures qui a été mis au courant par des ambassadeurs en place qui ont envoyé des courriers en disant il y a un probable trafic d'enfants. Nous, on a une dépêche qu'on a retrouvée aux archives sur laquelle c'est écrit en toutes lettres. Et c'était en 83 qu'il l'a écrit. C'est-à-dire que nous, quand on est parti en 85, eh bien, l'alerte avait été donnée. Et l'alerte avait été donnée par d'autres pays. Hein. Ce que vous nous racontez est fou. Ça veut dire qu'on ne vous a pas alerté, alors que c'est le rôle de l'ambassade de France, puisque oui. vous devez y faire des papiers. Hein. Oui, je rappelle que oui. quand on sort un enfant de son pays, on se doit d'alerter déjà au niveau de l'ambassade. On est allé faire un visa hein, pour notre fille, bien sûr. Personne ne vous a dit qu'il fallait vous méfier. Non, donc, bien sûr que non. Donc il y a erreur gravissime de l'État français dans cette histoire. Ah ben bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils ne nous répondent pas. Nous, on a dû faire 500 ou 600 courriers au ministère des Affaires étrangères à l'époque, à M. Le Drian, mais on lui a fait combien de courriers? Il nous connaît très bien. Il avait même donné ordre aux institutions de ne plus nous répondre et de ne pas nous recevoir. Voilà ce qu'on a su. Ah ouais, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Mais ils savent très bien, ils le savaient. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est pourquoi ils l'ont laissé faire. Et pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas le reconnaître. Pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas le reconnaître? Ce serait tellement simple. Nous, il suffit de nous dire, oui, effectivement, il y a eu des manquements, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et nous, en tant que parents, ça viendrait quand même nous dédouaner et dire à tous ces enfants, non, les parents, ils n'y étaient pour rien, ils ne vous ont pas acheté, ils ont simplement été dupés. Et l'État français a laissé faire.
C'est assez terrible. Oui. Et pour l'instant, on a quand même cette décision de l'ONU. On a cette coalition, donc VAIA, de 13 associations et collectifs, et nous allons être reçus aux Nations Unies en début d'année pour témoigner. Mais que va faire la France? Nous, on attend que la France, elle bouge. Hein. Oui. Et puis nous, on est vieux quand même. Hein. Enfin, c'est-à-dire que petit à petit, il faut quand même comprendre que les parents vieillissent, les parents meurent. Bien sûr. Nous, moi, j'étais encore une jeune maman au moment de l'adoption, donc je ne fais pas partie des mamans très très âgées, mais bon, on vieillit quand même. Les protagonistes sur place au Sri Lanka, ils sont presque tous morts, parce que c'était pas des gens de 20 ans qui faisaient ce genre de choses, c'était des gens qui avaient quand même un petit peu de bouteille. Oui. Donc il en reste plus que 3 de vivants, donc Madame Pereira, sa secrétaire, et puis Don de Silva qui travaillait pour la Suisse. Par exemple, des ambassadeurs de l'époque, il n'y en a plus que 2 qui sont encore vivants. Plus que 2 ambassadeurs encore vivants. Des ministres des Relations extérieures, il n'y en a plus que 2. Et puis il y a Roland Dumas, il est encore vivant, mais il a 100 ans. Il a 100 ans, Roland Dumas? Oui, il a 100 ans, Roland Dumas. Oh, il va avoir 100 ans cette année, je crois. Bon, il est de cette époque-là. Mais voilà. Et il y a Alain Juppé. Voilà, c'est les deux ministres de l'époque encore en vie et 2 ambassadeurs. Et sur place, 3 protagonistes. Donc voilà, nous on se dit, mais ils attendent que nous aussi, les parents, on meure. Comme ça, tout est réglé. Il y a un moment où il n'y aura plus personne. Voilà, et les parents sont quand même les témoins de l'époque. C'est vrai que les enfants, ils ont évidemment, bien sûr qu'ils ont toute leur histoire à raconter et à témoigner de leur histoire. Mais ce qui s'est passé sur place, c'était des nouveau-nés. Ils ne peuvent pas le raconter. Nous, notre fille, elle ne peut pas venir raconter ce que je raconte. Non, puis moi, je pense à tous ces enfants devenus adultes et devenus à leur tour père et mère. Oui. Le cataclysme dans leur tête. Ah oui. Parce que c'est incontournable, inévitable. C'est le cataclysme, hein. Ça fait des drames. Hein. Ça fait des drames. Hein. Bien évidemment. Je veux dire, c'est des douleurs qui se transforment aussi en haine, parce que la douleur se transforme en haine des parents, en haine de tout. Enfin, il faut être fort. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est comme l'impression, son ADN sociétal, vous voyez, l'ADN de l'homme ou la femme que vous êtes, est faussé. Vous voyez, il a été modifié sans qu'on vous le dise et sans qu'on vous demande votre avis. Et vous avez sans doute le sentiment d'avoir berné tout le monde depuis 25 ans, depuis 33 ans, depuis 40 ans. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'histoire que vous ignoriez et qui a grandement compté dans ce que vous êtes. Et c'est terrible, ça doit être terrible, terrible. Mais là, je me dis que ce que vous dites, ça concerne l'enfant adopté, le jeune adulte adopté, mais aussi les parents adoptifs. Tout ce que vous dites, je peux le prendre pour moi. Moi aussi, j'ai été bernée, moi aussi, j'ai cru. Bien évidemment, Véronique. Mais ça n'est pas la même chose tout de même. Ça n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous êtes né. Vous savez votre papa, votre maman, tout ce qu'ils ont fait pour vous avoir. Vous voyez, parce que c'est de là que ça vient. Il y a dans notre histoire aussi l'histoire de nos parents, l'amour, la rencontre. On est tous curieux de ça. On a tous demandé à nos parents, mais alors vous êtes rencontrés où? Au bal et tout, et t'étais comment? Elle était comment, maman? Vous voyez, là, ça fait partie de nos éléments qui nous constituent finalement l'histoire de nos parents. Et là, tout à coup, il y a quelque chose, il y a un vide, il y a comme si on avait effacé la bande pendant un moment capital. Et c'est comme si on était à moitié là, finalement. À moitié... vous voyez ce que je veux dire? Oui. À moitié réel. Ça doit être très compliqué, très compliqué. Au même titre que lorsque j'ai fait 2 films sur les nés sous X. Ce sentiment dans la quête. Alors, il y a la quête, bien évidemment, pour savoir génétiquement si on n'a pas au niveau de la santé. Et puis, quand on va faire des enfants, si on veut savoir retrouver ses parents pour savoir s'il n'y avait pas
telle maladie. Vous voyez, déjà, ça impacte Oui, oui, l'esprit. oui, ça aussi, oui. Mais au-delà de ça, est-ce que mon père était intelligent? Que faisait-il comme métier? Enfin, et là, c'est d'un seul coup, on se prend un grand mur dans la tête, quoi. Ouais. Et qui je suis? Et finalement, la quête de ces enfants nés sous X, votre fille n'a même pas vécu cette quête, parce que finalement, elle a commencé cette quête et elle a pris une météorite dans la tête. Ah bah oui, voilà, en même temps, oui. Et donc, je suppose que oui, ça impacte les relations familiales et qu'il doit y avoir une grande difficulté relationnelle entre les parents qui ont adopté leurs enfants. Oui. Ça impacte toute une famille, hein. Oui. Ça a impacté ses frères aussi. Ça leur a fait beaucoup de chagrin à ses frères. Bien évidemment. Oui, c'est un chagrin familial, hein, pour nous, hein. Une douleur familiale. Oui. Je me doute que ça ne doit pas être évident pour elle, d'abord, pour vous ensuite et pour, bien évidemment, ses frères. On va laisser passer l'info avant de conclure et de se dire au revoir, Véronique. Oui. Donc, vous restez avec moi, bien évidemment, et puis on va prendre le temps de conclure. D'accord ? Merci. À tout de suite. Il est minuit passé de 3 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Véronique qui nous conte depuis le début de l'émission une mésaventure qui, bien évidemment, impacte la vie de tous ces parents qui ont adopté au Sri Lanka, mais ailleurs dans le monde, victimes de trafic, ont volé des enfants à cette époque, dans les années 80, au Sri Lanka. Et vous évoquiez, Véronique, le manque de l'État français, le manque des diplomates présents à l'ambassade de France à l'époque. Et on se doute que votre combat va encore être âpre et dur, vu que ça n'avance pas vraiment. Quand on voit des pays voisins, cousins, ayant fait depuis déjà quelques années ce chemin et s'excuser finalement pour un manquement. Vous attendez quoi maintenant, Véronique ? J'attends que la France mène une enquête. Voilà. Mais cette enquête, est-ce qu'elle n'a pas... Parce que finalement, cette enquête a été réalisée, Véronique. On l'a faite. Bah oui, vous l'avez faite. Des journalistes hollandais l'ont faite aussi. Mais il faut qu'en France, il y ait une enquête, ce qu'on appelle une enquête interministérielle, qui soit menée, et une enquête indépendante. Et parce que finalement, tant que l'enquête n'est pas faite, peut-être que tout va bien, hein. Voilà. C'est sûr que quand on ferme les yeux et qu'on laisse passer les trucs qui sont des escroqueries, c'est sûr que tout se passe. Bon, écoutez, en tout cas, on espère. Ce qu'on attend, c'est la reconnaissance de la France. Je l'ai écrit, tout ça, ce témoignage. C'était ma force, c'était ce qui me restait, c'était de l'écrire pour qu'il y ait un livre, pour que ça reste et que ce livre, il soit un levier. Alors, ce livre s'appelle « Ma fille, je ne savais pas ». C'est aux éditions City. Et vous qui nous écoutez, qui avez écouté Véronique ce soir, vous pouvez bien évidemment vous le procurer dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Il est très intéressant, ce bouquin. J'ai plongé dedans et on y apprend beaucoup de choses avec... En ayant quelques sueurs froides, je vous le dis. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Véronique. On vous souhaite à vous, votre mari, vos 2 fils, et puis j'espère que votre fille entendra ce podcast qui sera dès demain à partir de midi sur les podcasts d'Europe 1, qu'il faut relayer. Et j'espère qu'un jour, en tout cas, la France s'excusera auprès de auprès de tous ses enfants. Tous ces enfants, et bien évidemment pour tous ces parents dupés et ces autres enfants, frères et sœurs, cousins, cousines, qui ont été dupés. C'est très triste. Merci Véronique, on vous embrasse et puis on vous souhaite bon courage. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Olivier. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Annie nous a écrit au 7 39 21 pour nous rappeler qu'on avait aussi volé
des enfants réunionnais. Et merci Annie pour ce SMS au 739-21, car c'est vrai que bon nombre d'enfants réunionnais issus, pareil, de familles pauvres, ont été d'abord mis dans des, des, des accueils, et puis ensuite ont été embarqués sans qu'on leur explique pourquoi, comment, pour la France métropole, et ont été un peu mis dans les territoires qui étaient le moins peuplés. Et aujourd'hui, ces enfants se sont réunis en association et demandent aussi des réponses à la France, qui en a donné en tout cas en partie, mais pas complètement.